Bienvenue à tous dans le temps mort, l'émission qui décortique l'actu NBA. Ça y est, la NBA est de retour. Pour fêter ça, on vous propose un épisode spécial preview. Comme l'année dernière, pas de classement. Nous avons décidé de diviser les franchises en 4 catégories. Les mauvais élèves, les candidats au play-in, les playoffables et les favoris. Après s'être penché sur l'Ouest dans la précédente vidéo, on s'intéresse aujourd'hui à la conférence Est, celle des champions en titre, les Bucks de Milwaukee. Vous êtes prêts ? C'est parti ! On commence avec les mauvais élèves. Detroit Basketball. Que les fans les plus hardcore de la Motor City soient rassurés. Les Pistons disposent enfin d'un début de projet cohérent. Par projet, on entend surtout Cade Cunningham, le numéro 1 de draft attendu comme le Messie. Si vous voulez en savoir plus sur lui, on vous renvoie à notre vidéo spéciale draft. Hors Cunningham, le young core du Michigan se porte plutôt bien. Killian Hayes, Saddiq Bey, Isaiah Stewart. Voilà une base intéressante pour travailler lors des années à venir. Pour ça, on fait confiance à Dwayne Casey. La traction arrière Hayes-Cunningham nous paraît particulièrement prometteuse, offensivement comme défensivement. Le Frenchie pouvant au choix suppléer Cade à la création ou lui laisser la gonfle et jouer sans ballon. Après une saison rookie pour le moins compliquée, c'est l'occasion pour Killian de fermer des bouches. Nous, on y croit. Dans cette équipe encore très jeune, Jerami Grant aura toujours le rôle de go-to-guy. Si l'ailier continue sur les mêmes bases que l'année dernière, on ne doute pas que son profil pourrait intéresser plus d'une franchise. Malgré son contrat conséquent, un éventuel trade n'est pas à exclure. Cette saison à Détroit, un mot d'ordre : apprentissage. Pour les victoires, il faudra encore attendre un peu. Previously, dans le Orlando Magic Universe. Nikola Vucevic et Evan Fournier, les Captain America et Iron Man locaux, ont été invités à poursuivre leurs aventures ailleurs. C'est ce qu'on appelle un bon vieux reboot, une formule si chère à Disney. Sans les moyens des gros blockbusters hollywoodiens, la franchise floridienne part à la recherche de ses nouveaux Avengers. Au casting, que des paris. On pense à Markelle Fultz, l'ancien numéro 1 de draft en perpétuelle convalescence, à Jonathan Isaac, l'intrigant ailier, victime d'une grave blessure au genou. Ou encore à Mo Bamba, le joueur avec la plus large envergure de toute la NBA. Ajoutez à cela R.J. Hampton, Cole Anthony, Wendell Carter Jr. et le rookie Jalen Suggs et vous obtenez un effectif très prometteur, mais au futur complètement incertain. À voir lesquels d'entre eux sauront se rendre indispensables. En attendant, on sort le tank, direction la draft 2022. Brrr, il fait froid, non ? Le départ de son dernier dinosaure fait officiellement passer Jurassic Park dans une nouvelle ère glaciaire. Après une saison entièrement jouée à l'extérieur, les Raptors sont de retour sur leur terre. Voilà au moins une raison de se réjouir, parce que ce ne sont pas la régression de Pascal Siakam et le désert complet au poste de meneur et de pivot qui vont redonner le sourire aux fans canadiens. Et encore, on ne mentionne même pas leur profondeur de banc inexistante. 2019 paraît tellement loin. Honnêtement, il ne faudra pas s'étonner si les Raptors décident de tanker d'ici le mois de février. Siakam, l'homme toupie, est d'ailleurs au cœur de nombreuses rumeurs de transfert. Connaissant le bonhomme, Masai Ujiri n'hésitera pas à le conduire lui-même à l'aéroport en cas d'offre satisfaisante. Comme toutes les autres franchises en reconstruction, cette saison sera l'occasion pour Toronto de développer les talents en interne. Chris Boucher, OG Anunoby ou encore le rookie Scottie Barnes. Les Dinos ne partent pas de zéro, mais il leur faudra du temps et de la patience pour retrouver le sommet de la chaîne alimentaire. Parmi les mauvais élèves, les Cavaliers nous paraissent être les plus prometteurs. Pour changer, la franchise de l'Ohio a décidé de drafter un pivot, un de plus, mais pas n'importe lequel. Evan Mobley a tout de l'intérieur moderne. Mobilité, potentiel physique impressionnant, encore faut-il aller à la salle, et QI basket pour le moins intéressant. Cleveland tient peut-être son futur franchise player. Autour de lui, les fondations sont déjà solides. À la main, Darius Garland sort d'une breakout season. Sexton, lui, continue de faire du Sexton. À l'aile, Okoro a confirmé tout le bien qu'on pensait de lui lors de sa draft.
Et enfin, dans la raquette, Jarrett Allen et Lauri Markkanen se complètent plutôt bien. Ce qui nous empêche de les mettre dans les potentiels candidats au play-in, c'est l'incertitude autour de Collin Sexton. Les Cavaliers ont compris les limites d'une base arrière à la Lillard-McCollum. Entre Sexton et Garland, leur choix semble déjà fait. Le refus de prolonger Sexton, pourtant auteur d'une saison calibre All-Star, laisse apercevoir un potentiel trade. En parlant de trade, Kevin Love continue de pourrir les finances de la franchise. Dan Gilbert n'a pas l'air d'avoir envie de le couper. On le comprend. Mais quelle équipe serait prête à récupérer son contrat toxique ? Les candidats ne se bousculent pas à la porte, en espérant que ce feuilleton soit vite réglé. Passons maintenant aux candidats au play-in. Russell Westbrook parti, que peut-on décemment attendre des Wizards ? Cet été à Washington, nous avons assisté à une opération grande séduction. Entourer Bradley Beal au mieux pour lui couper toute envie d'ailleurs. Sur le papier, on peut parler d'une mission plutôt réussie. En théorie, les sorciers se sont renforcés à peu près à tous les postes, sauf l'aile qui reste désespérément faible. Le secteur intérieur en revanche, leur gros point noir l'année dernière, surtout après les blessures de Thomas Bryant, s'est vu considérablement amélioré avec les arrivées de Kyle Kuzma, Montrezl Harrell et du rookie Isaiah Todd. Pour la défense, il faudra repasser, mais pour le scoring, on part sur quelque chose de plutôt sérieux. Sérieux à l'image de leur ligne arrière avec Spencer Dinwiddie, Aaron Holiday et Kentavious Caldwell-Pope. Franchement, ça a de la gueule. Mais même à 100%, cette équipe peut-elle vraiment prétendre à autre chose que de jouer le ventre mou de l'Est ? On a tendance à penser que non. Une situation loin d'être idéale quand tu cherches à garder ton franchise player. Pour nous, tout dépendra de leur début de saison. S'il ressemble à l'année dernière, on voit bien Bradley Beal demander son trade. Dans le cas inverse, les Wizards pourraient être un sérieux poil à gratter en play-in. Les Hornets, l'équipe popcorn par excellence. Entre les caviars de LaMelo, les tomards de Miles Bridges et PJ Washington et les coups de chaud de Terry Rozier, on en a pris plein les yeux. Cette année, pas de raison que ça change. Déjà solides défensivement, les Frelons ont profité de l'intersaison pour améliorer leur attaque. Le spectacle, c'est bien, mais l'efficacité, c'est mieux. Avec le retour de blessure de Gordon Hayward, l'arrivée de Kelly Oubre et la draft de James Bouknight, l'armada offensive commence à prendre forme. Ça fait longtemps que le roster n'avait pas été si compétitif. Des solutions, il y en a. Même au poste 5, grande nouveauté. À Charlotte, la hype est bien présente, pourvu que ça dure. Les Pacers sortent d'une saison cauchemardesque. Même les cartons offensifs de notre chouchou Domantas Sabonis ne sont pas parvenus à la sauver. Pour relancer la machine, le front office de l'Indiana compte sur Rick Carlisle. Remplacer un coach en totale rupture avec son vestiaire par un entraîneur référencé, on a vu des moves plus idiots. Après ces nombreuses tensions, Carlisle aura la lourde charge d'insuffler une dynamique positive à ses joueurs, de recréer un esprit de groupe. Au complet, Indiana dispose déjà d'un roster compétitif. Les joueurs ont seulement besoin de réapprendre à jouer ensemble. Pour cela, il leur faut du temps et surtout être épargnés par les blessures. On pense notamment à Malcolm Brogdon et Caris LeVert qui, à 100% de leur capacité, ont largement de quoi s'imposer comme l'un des meilleurs backcourts de l'Est. Idem pour la paire Sabonis-Turner dans la raquette. Laissons une saison de rodage à ces Pacers avant de tirer quelconque conclusion. Si tout se passe bien, tant mieux. Dans le cas contraire, il faudra commencer à se poser des questions sur l'avenir dès l'été prochain. Niveau hype, comment ne pas évoquer les Bulls ? Après une telle intersaison, les taureaux ont l'obligation de se qualifier en play-off. Le problème de la main, qui a longtemps été récurrent du côté de Chi-Town, a enfin été réglé. Avec Lonzo Ball et Alex Caruso, Chicago s'offre les services de deux meneurs gestionnaires, qui plus est solides défensivement. S'il n'est pas un poste 1 à proprement parler, DeRozan version point forward pourra également dépanner balle en main. Du playmaking, d'accord, mais encore faut-il rentrer ses tirs. Et on ne peut pas dire que Demar soit une gâchette. À part Zach LaVine et dans une moindre mesure Nikola Vucevic, cette équipe manque cruellement de snipers. Ce qui pourrait faciliter l'approche défensive de ses adversaires en mode « on blinde la raquette et basta ». Pour ça, on espère que Kobe White et Patrick Williams ont travaillé sur leur tir. L'autre grosse interrogation porte sur leur défense. Pour la ligne extérieure,
pas de problème. Mais à l'intérieur, en revanche, le constat est différent. L'effectif manque de physicalité pour essayer de contenir les Golgoths de la conférence, type Joel Embiid ou Giannis. Fort heureusement, leurs adversaires directs ne disposent pas d'intérieur dominant. Donc, en l'état, cela ne devrait pas leur être trop préjudiciable. Complètement remanié, l'effectif va peut-être connaître un début de saison poussif, le temps de créer de la cohésion et des automatismes. Pour ce qui est de la hiérarchie, on ne s'inquiète pas trop. Lavin reste le franchise player, le All-Star indiscutable de cette équipe. Vucevic et DeRozan sont des joueurs assez intelligents pour se mettre en retrait. À ce stade de leur carrière, gagner est la seule chose qui compte. Et quand on regarde ces Bulls, on se dit qu'on n'aimerait pas être l'équipe qui va tomber sur eux au premier tour. Les playoffables. L'année dernière, les Celtics ont déçu. L'excuse de la jeunesse ne tient plus. Pour caricaturer, nous avions l'impression que les Celtics avaient perdu leur fond de jeu, comme si Jaylen Brown, Kemba Walker et Jason Tatum jouaient chacun leur tour. Le défi d'Ime Udoka, le nouveau coach, sera donc d'insuffler un nouvel état d'esprit à ses hommes, de proposer autre chose que de l'ISO. Bonne chance. Heureusement pour lui, le roster paraît plus équilibré que l'année dernière. Orphelin depuis le trade d'Al Horford, le poste de pivot a enfin retrouvé son Embiid stopper. De quoi enlever un peu de poids des larges épaules de Robert Williams, qui au passage se trouve un mentor de choix. Le banc a également été redynamisé avec les arrivées de Dennis Schroeder, de Juancho Hernan Gomez et d'Enes Kanter. On mise surtout sur le développement des talents made in Boston, Peyton Pritchard, Robert Williams et pourquoi pas Romeo Langford. Dernier détail, on espère que Josh Richardson saura se relancer après son passage calamiteux aux Mavs. On compte sur Marcus Smart, propulsé starter, pour lui remettre un peu de plomb dans la tête. Pour résumer, les Celtics disposent des armes nécessaires pour réussir. À Jason Tatum maintenant de briller par son leadership. Est-il possible de faire plus estampillé hit culture que le recrutement de Miami cet été ? Kyle Lowry, PJ Tucker, Markieff Morris. Que des vétérans aux dents longues, prêts à mourir sur le parquet. Plus que jamais, les hommes d'Eric Spoelstra vont défendre dur et shooter à 3 points. La recette du succès dans le sud de la Floride. Kyle Lowry vient fluidifier une attaque trop souvent brouillonne et apporter une bonne dose de leadership. C'est au moins ce qu'il faut pour remettre Tyler Herro dans le droit chemin. L'ancien Wildcat du Kentucky s'est sûrement vu trop beau trop vite. Redescendu dans la hiérarchie, il doit se remettre en question et retrouver son rôle de pétard ambulant en sortie de banc. Victor Oladipo pourrait être le facteur X de cette équipe. Sans pour autant retrouver son niveau de All-Star, Dipo a les armes pour peser par sa défense et ses pénétrations. Si le mot défense revient beaucoup, ce n'est pas pour rien. Le Heat peut largement prétendre au top 5, voire plus, des meilleures défenses de NBA. Si cela se confirme, Bam Adebayo deviendrait un candidat plus que crédible au trophée de Depoy. Après un an à panser les bobos de la bulle, c'est le moment pour Jimmy Butler et sa bande de retrouver l'élite. Crime fratricide dans la ville de l'amour fraternel. Le process est mort. Vive le process. Ben Simmons s'est chargé personnellement de mettre fin à sa longue agonie. Bien malin celui qui peut dire à quoi ressemblera l'équipe d'ici un mois. Le départ de l'ancien numéro 1 de draft semble désormais inéluctable. La question qui se pose maintenant, c'est où va-t-il atterrir et contre quoi ? Surtout maintenant que sa valeur sur le marché a drastiquement chuté. Au passage, on ne pense pas non plus qu'André Drummond a vocation à être un Sixer jusqu'à la fin de saison. Vous l'aurez compris, il va y avoir du mouvement. Philly, si elle veut continuer à être une place forte de l'Est, doit renforcer son backcourt. Trouver un meneur de jeu digne de ce nom serait déjà un bon début. Trouver un meneur de jeu qui en plus défend serait encore mieux. Pour l'instant, nous sommes dans l'incertitude totale. Une chose est sûre, si Joel Embiid parvient à garder ce qu'il reste du vestiaire soudé et à porter son équipe dans le top 4 à l'Est, alors sa saison se résumera en 3 lettres. MVP. Que ça fait du bien de retrouver une équipe des Knicks compétitive et surtout ambitieuse. Après avoir longtemps misé sur la continuité, Gotham a décidé de mettre un bon coup d'accélérateur. Bonjour Evan Fournier, le nouveau French Prince, et Kemba Walker, dont le style très playground devrait ravir les spectateurs du Garden.
On sait bien que Kemba ne fait pas l'unanimité, notamment à cause de sa défense et sa trop grande propension à jouer l'isolation, mais avouez qu'à 9 millions la saison, on peut parler d'une excellente affaire. En gardant les ingrédients qui ont fait son succès l'année dernière, c'est-à-dire une défense suffocante, New York, par ses 2 arrivées, fait passer son attaque dans une nouvelle dimension. Moins prévisible et surtout, moins de Julius Randle dépendante. Bien sûr, des ajustements seront nécessaires. Thibodeau devra notamment trouver comment cacher Kemba en défense. Mais là-dessus, on ne se fait pas trop de soucis. Comme pour les Bulls, la hiérarchie ne change pas. Julius reste l'alpha. Il est simplement mieux épaulé. Maintenant, plus d'effet de surprise. Onyx de confirmer les attentes, peut-être démesurées, du peuple new-yorkais. Qu'on se le dise, les Hawks ont le profil idéal du numéro 1 de conf. Forts de leur gros run en play-off, les Faucons reviennent pour en découdre. Le prédateur maintenant, c'est eux. Le front office a logiquement reconduit quasiment tout le monde. Atlanta peut goûter aux fruits d'une reconstruction savamment menée. Prends-en de la graine, Philly. Nous avons finalement peu de choses à dire sur cette équipe, qui devrait juste être la même que l'année dernière, avec plus d'expérience, donc en plus forte. On peut cependant noter la signature de Dylan Wright en doublure de Trae Young. L'ancien meneur des Pistons n'est pas ce qu'on pourrait appeler un grand organisateur, mais il devrait au moins suffire à soulager un minimum Ice Trae à la création. DeAndre Hunter sera le joueur à suivre côté Hawks. Beaucoup lui prédisent un avenir radieux. Certains vont même jusqu'à parler d'un futur All-Star. Sans aller dans cet extrême, il nous tarde de le voir évoluer sur une saison complète. Concernant Trae Young, on ne serait pas étonné de le retrouver dans la course au MVP. Bon allez, rendez-vous en play-off. Place maintenant aux favoris. Autant vous le dire tout de suite, on ne parlera pas du cas Kyrie Irving. L'affaire est beaucoup trop complexe pour être traitée en 3 phrases. De toute façon, avec ou sans lui, bon, surtout avec lui, il faut être honnête, les Nets sont d'immenses favoris au titre. Plutôt normal quand tu as Kevin Durant et James Harden dans la même équipe. On en profite pour passer le bonjour aux fans du Thunder. Enfin, ceux qui restent. L'effectif new-yorkais a connu pas mal de changements, mais semble toujours aussi pléthorique. L'arrivée la plus notable est celle de Patty Mills, toujours l'un des meilleurs 6e hommes de la ligue malgré ses 33 ans passés. Le genre de joueur qui vous dynamise une seconde unit et vous pacifie un vestiaire. Le coéquipier ultime est sûrement le second créateur de l'équipe derrière James Harden en l'absence de Kyrie. À l'image de KD, les Nets disposent probablement de l'attaque la plus impressionnante de la NBA. Attendez-vous à du tir à 3 points en pagaille. Durant, Mills, Harris, Carter, Millsap, Aldridge, tous shootent à plus de 35% derrière l'arc, presque 40% pour la plupart. L'équipe a également de quoi être monstrueuse sur pick and roll et pick and pop. Finalement autorisé à rejouer, on souhaite à LaMarcus Aldridge, le spécialiste en la matière, une cure de jouvence à la Blake Griffin. Avec autant de possibilités, on ne serait pas étonné que James Harden termine meilleur passeur de la saison. Et puis, au pire des cas, un ISO Harden ou encore mieux, un ISO Durant reste toujours une bonne solution. Leur ultra-domination offensive ne doit pas faire oublier la défense catastrophique des Nets. Déjà médiocre la saison précédente, la liste des arrivées et des départs nous fait penser qu'elle ne risque pas de s'améliorer. Nicolas Claxton et Blake Griffin sont bien gentils, mais ne vont pas peser lourd face à Joel Embiid ou à Giannis. Si Nash souhaite garder un KD frais en attaque, il ne peut pas uniquement compter sur lui pour défendre les stars adverses. Comme pour les Lakers, quelques ajouts en cours de saison seront sûrement nécessaires. Cette année, avec ou sans Kyrie, pas d'excuses. C'est la bague ou rien. À la recherche du back-to-back, les Bucks repartent avec un groupe finalement très proche de celui titré il y a quelques mois. Le seul départ notable est celui de PJ Tucker, le col bleu au mental d'acier et à la défense de fer. Dans les faits, sa perte ne devrait pas avoir un impact trop important sur la défense collective des Bucks, dont le socle reste surtout des Pitbulls à l'extérieur et une dissuasion massive à l'intérieur. Individuellement, Tucker est remplacé par Semi Ojeleye, un joueur au physique assez comparable, mais encore très vert. Pourquoi pas un beau projet d'avenir? Au niveau des renforts, on note également le retour d'un ancien de la maison, George Hill. Il en backup de Jrue Holiday, voilà un ajout particulièrement pertinent. Pour le reste, on prend les mêmes et on recommence. On ne change pas une équipe qui gagne. Toujours très dominant en saison régulière,
les Bucks auraient tout intérêt à appuyer légèrement sur la pédale de frein. Pour une fois, on ne serait pas contre un tout petit peu de load management. Middleton et Holiday n'ont pas pris de vacances et on se souvient que Giannis a joué diminué quasiment tous les playoffs. Si Milwaukee veut conserver son titre, elle aura besoin de tout le monde au complet et en bonne forme. Voilà qui conclut notre preview de l'Est, une conférence de plus en plus compétitive. Et ce n'est pas pour nous déplaire. On attend vos avis en commentaire. Si ce n'est pas déjà fait, on vous conseille d'aller voir notre preview de la conférence Ouest. On vous donne rendez-vous très bientôt avec un nouvel épisode de All Time. D'ici là, crossez bien.